Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons partir à la découverte d'un nouveau territoire russe. Mais cette fois-ci, ce territoire est axé sur le plus grand fleuve d'Europe. Et je ne vous parlerai pas ni du Danube, ni du Rhin. Un territoire qui est composé de 3 des 10 plus grandes villes de Russie. Et je ne vous parlerai pas de la région de Moscou. Un territoire qui est également composé de 5 républiques, signe de sa diversité ethnique. Et je ne vous emmènerai pas dans la Russie du Caucase. Un territoire qui est également le berceau du peuple tatar, mais également le lieu où est né un certain Mikhail Kalachnikov. Eh bien, ce territoire, c'est la Russie de la Volga. Et si cela vous intéresse, je vous invite fortement à regarder ce qui suit. La Russie de la Volga est un territoire russe de 846 669 km², soit la taille de la Russie centrale ou celle de la Namibie. Il a pour voisin la Russie du Nord au nord, la Russie centrale à l'ouest, la Russie du Sud et le Kazakhstan au sud, et enfin la Russie de l'Oural à l'est. Regardons plus en détail le relief de cette région. Alors, la Russie de la Volga est avant tout marquée par son fleuve principal, qui est la Volga, dont le nom vient de Volgyia, signifiant humidité ou moiteur. Il s'agit du plus grand fleuve d'Europe, comme je l'ai énoncé dans l'introduction, avec 3700 km. Il s'agit seulement du 5e fleuve de Russie. Il est l'un des 3 fleuves majeurs à se jeter dans la mer Caspienne, avec le Terek et l'Oural, que nous avons déjà évoqués. Avec ses affluents, la Volga draine plus d'un tiers de la superficie de la Russie européenne. Il prend ses sources dans les collines de Valdai, entre Moscou et Saint-Pétersbourg, avant de se jeter, comme on le disait, dans la mer Caspienne. Et il est désormais navigable grâce à de nombreux projets d'aménagement réalisés au XXe siècle. Il passe par des villes qui sont charismatiques pour la Russie, telles que Tver, le barrage d'Ivanovo, Doumna, dont le réservoir a été construit pour alimenter Moscou, puis Kimry. Le fleuve atteint ensuite le barrage d'Ouglish, puis celui de Rybinsk, puis la ville de Rybinsk, et enfin les villes de Yaroslav, Kostroma, Nijni Novgorod, Kazan, le barrage de Samara qui est le plus grand d'Europe, Ulyanov, Samara, Saratov, Volgograd et enfin Astrakhan. Au nord de Volgograd, on peut citer le plateau de la Volga, faisant partie de la plaine d'Europe orientale. Cette plaine représente plus de 1 million de km². Et un tiers de cette plaine d'Europe centrale se situe justement dans la Russie de la Volga. La Volga est principalement alimentée par la Kama, l'Oka et la Samara. Alors la Kama est longue de 1800 km, elle prend sa source dans les collines de Kama et à l'ouest de Perm. De nombreux barrages furent construits, c'est ce qu'on appelle la cascade Volga-Kama, qui sont en fait 12 grandes installations hydroélectriques construites entre 1933 et 1937 entre la Volga et la Kama. La Kama rejoint la Volga ensuite en se jetant dans le réservoir de Kobychev, qui est un lac de retenue du barrage Samara. Le deuxième fleuve est l'Oka, long de 1500 km, qui tire son nom de Oka, qui veut dire, en langue balte ou finnoise, rivière ou source. Jusqu'à l'arrivée des Slaves, le cours de l'Oka était occupé par des tribus baltes ou finno-ougriennes. Il traverse la Russie centrale avant de rejoindre la Volga à Nijni Novgorod. Et enfin, la rivière Samara qui se jette dans la Volga à hauteur de la ville de Samara et qui est longue de 600 km. À noter que la partie nord de notre région est composée de forêts denses, tandis que le sud est plutôt composé de steppes ou de zones semi-arides. Concernant l'altitude, il s'agit de la région la plus basse de Russie, puisque l'altitude moyenne est entre 100 et 250 mètres d'altitude. Concernant le climat est principalement continental, même si dans sa partie septentrionale, on retrouve un climat subarctique. La population de la Russie de la Volga est d'à peu près 25 millions d'habitants, ce qui en fait l'une des régions les plus denses de Russie, en raison de sa position dans le triangle fertile de Russie que nous avons déjà abordé lors de la Russie du Sud. 75% des Russes de la Volga sont urbains, tandis que 25% sont ruraux. Alors intéressons-nous aux principales villes de cette région, à commencer par Nijni Novgorod. Nijni Novgorod, c'est tout simplement la 5e plus grande ville de Russie, avec plus de 1,7 million d'habitants. Elle est située à 400 km à l'est de Moscou. Elle est le poumon économique, éducatif et scientifique de la région Volga-Viatka, mais aussi le principal centre de tourisme fluvial en Russie. La ville fut fondée en 1221 par le prince Georges II de Vladimir pour se prémunir des attaques des Bulgares de la Volga. En 13
1392, la ville est annexée par la principauté de Moscou avec un Kremlin qui fut par la suite construit au XVIe siècle sous Ivan III. Au XVIIIe siècle, elle devient un important centre commercial grâce à la foire de Nijni Novgorod. Sous la période soviétique, la ville fut renommée Gorky en l'honneur d'un écrivain soviétique, Maxime Gorky, et devint un important centre industriel et militaire clé, mais également dans la construction automobile et la production d'armements. Puis nous devons mentionner la ville de Kazan. Alors la ville de Kazan, c'est tout simplement l'autre grande ville de la région puisqu'il s'agit de la 6e plus grande ville de Russie. Elle est la capitale du Tatarstan et se trouve au confluent de la Volga et de la Kazanka. Historiquement, elle fut fondée au XIe siècle par les Bulgares de la Volga, puis devint la capitale du Khanat Kazan en 1438 avant d'être conquise par Ivan le Terrible au XVIe siècle. Pendant la rébellion des paysans russes de Pogatchev de 1773 à 1775, la ville fut complètement détruite mais reconstruite par Catherine II de Russie. Elle demeure ensuite un centre industriel, culturel et religieux majeur de Russie. La ville est réputée pour son mélange de culture tatare et russe. Puis la troisième ville millionnaire de notre région, c'est la ville de Samara. La ville de Samara, c'est tout simplement la 8e ville de Russie. Elle est située à la confluence de la Volga et de la Samara. Fondée en 1586 par le fils d'Ivan le Terrible, Fédor Ier, la ville a été créée pour protéger la région contre les attaques tatares, mais aussi des nomades. Au XVIIIe siècle, elle devient un important centre de commerce sur la Volga, puis prospère grâce à sa position géographique avec le développement du commerce, du blé, du vin, mais aussi du poisson. Pendant la période soviétique, elle est renommée Koubitchev en hommage à un dirigeant soviétique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la ville avait même été choisie comme capitale de l'URSS au cas où Moscou tomberait. De nombreuses usines et industries stratégiques y sont déplacées. Enfin, dernière ville majeure à mentionner, c'est Volgograd. Alors Volgograd, c'est tout simplement une ville située sur la rive droite de la Volga. Elle fut fondée en 1589 sous le nom de Tsaritsyn. Elle devient un important centre économique majeur et au 19e siècle un hub de transport pour le commerce du blé, du pétrole et du sel. C'est qu'en 1925 qu'elle fut rebaptisée Stalingrad en l'honneur de Staline, car celui-ci joua un rôle décisif dans la défense de la ville contre les armées blanches pendant la Révolution russe. Pendant la Seconde Guerre mondiale eut lieu la fameuse bataille de Stalingrad. Mais en 1961, la ville est renommée Volgograd, la ville de la Volga, pour effacer les références à Staline. On peut également citer Saratov, Ulyanovsk et Togliatti. Concernant le découpage administratif, on peut noter qu'il y a 5 républiques d'une part, comme je le mentionnais en introduction, et 7 oblasts, qu'on peut diviser en 3 zones. La zone du nord qui est plutôt marquée par des forêts, donc par la sylviculture, mais également par l'industrie légère ou encore par l'agriculture. Il s'agit notamment de l'oblast de Kirov. Alors l'oblast de Kirov, on y retrouve de grands gisements de tourbes et de minéraux. La Viatka est la principale rivière et historiquement, la région était peuplée de tribus finno-ougriennes puis slaves à partir du XIIIe siècle. En 1934, l'oblast de Viatka est créé avant d'être renommé oblast de Kirov en l'honneur d'un haut responsable soviétique assassiné. Puis, nous devons citer la République des Maris en raison du peuple Mari, qui est une nation finno-ougrienne qui constitue 40% de la population de l'oblast contre 52% de Russes. Les Maris ont une culture influencée par les Vikings et les Tatars avant que la région passe sous domination russe. La région est à 50% boisée et vit de la sylviculture et de l'agriculture. Puis nous devons mentionner la République d'Udmurtie, composée d'Udmurt, qui est aussi un autre peuple finno-ougrien, constituant que 30% de la population de la République. Le territoire est traversé par la Kama et la République est le berceau des fusils d'assaut AK-47 car son inventeur, Mikhail Kalachnikov, y est né. Et enfin, vous avez l'oblast de Nijni Novgorod qui est tout simplement l'oblast dont la capitale porte le nom de Nijni Novgorod que nous avons mentionné. C'est la 7e région russe la plus prospère. Elle abrite l'un des plus grands constructeurs automobiles russes, mais aussi des industries aérospatiales et militaires. L'oblast vit des industries de haute technologie aujourd'hui, mais aussi de l'agriculture et du tourisme. C'est un lieu de transit entre Moscou et l'Oural. Historiquement,
Historiquement, c'est dans cette oblast que fut exilé Sakharov, qui est le père de la bombe H, mais aussi celui qui porte le prix Sakharov pour la paix. Puis nous avons une deuxième zone plus centrale qui est plutôt marquée par l'industrie lourde, mais aussi la finance, les IT, les industries technologiques et le pétrole, notamment marquée par la République du Tatarstan. La République de Tatarstan est le sujet de la Fédération de Russie le plus peuplé de notre région étudiée aujourd'hui, avec 4 millions d'habitants. Elle a pour capitale Kazan, que nous avons mentionné, et sa principale source de richesse est le pétrole, mais aussi l'industrie pétrochimique, peuplée de Tatars. Il n'existe toutefois pas de mouvement séparatiste comme au Caucase grâce à sa prospérité économique. La République entretient des liens culturels, linguistiques et ethniques très proches avec la Bachkirie que nous avons mentionné dans la Russie de l'Oural. Enfin, elle est la deuxième république musulmane de Russie après le Daghestan. Puis nous devons mentionner la République de Mordovie. Alors la République de Mordovie, c'est tout simplement en raison des Mordes, qui est un peuple finno-ougrien qui constitue 40% de la population de la République. C'est l'une des régions les plus boisées de Russie européenne. Au XIIe siècle, elle s'érige pendant 100 ans en principauté de Burgas et demeure un carrefour entre les Russes, les Tatars et les Finno-Ougriens. Elle accueillit enfin de nombreux goulags durant la période soviétique. Son économie tourne autour de la construction de machines et de l'agriculture. Une autre république également, c'est la République de Tchouvachie, qui doit son nom justement au peuple tchouvache. Et là, il s'agit d'un peuple turc descendant des Bulgares de la Volga. Alors, il constitue 63% de la population de la République et comme les Tatars, ils ont conservé leurs anciennes traditions. Mais, à la différence des Tatars ou des Bachkirs, les Tchouvaches ont été christianisés par la Russie. Son économie tourne autour de l'agriculture car elle possède peu de ressources et connaît beaucoup de chômage. On compte aussi plus de 400 lacs et 2000 rivières. Et puis, deux autres oblasts, à commencer par l'oblast de Penza. L'oblast de Penza, c'est, comme la République de Tchouvachie, une région où l'économie dépend énormément de l'agriculture, mais aussi d'usines soviétiques vieillissantes. Elle subit un exode rural et un vieillissement de sa population. Et enfin, l'oblast d'Ulyanovsk, qui est tout simplement la région de Sibirsk, qui servit de rempart au XVIIe siècle contre les raids tatars. En 1917, elle se nomme ainsi Ulyanovsk en raison de Lénine Vladimir Ulyanov, qui est né. Elle est un pôle industriel de Russie, surtout dans l'aviation militaire. Et c'est une région en transition qui essaie de moderniser son industrie vieillissante. Et enfin, la dernière zone, la zone sud, qui est marquée par la pétrochimie, l'agro-industrie et le pétrole, mais aussi par sa proximité avec le Kazakhstan, à commencer par l'oblast d'Orenbourg. Alors l'oblast d'Orenbourg, c'est un oblast traversé par le fleuve Oural, que nous avons déjà mentionné, et qui a un pont entre l'Europe et l'Asie. Au XVIIIe siècle, une série de 46 forts furent construits, notamment sur cette oblast, pour empêcher les nomades kazakhs et dzungars de piller le territoire russe. C'est l'une des principales régions agricoles de Russie en raison de ses conditions météorologiques optimales, mais aussi c'est une région riche en gaz et en pétrole. Puis l'oblast de Samara. Alors l'oblast de Samara, c'est le 10e le plus peuplé de Russie et le 2e de notre région. Son paysage comprend du nord au sud des forêts puis des steppes. On retrouve aussi la ville de Togliatti. Alors Togliatti, c'est une ville qui a 700 000 habitants et qui est nommée en l'honneur du communiste italien et c'est le siège de la célèbre voiture Lada. Dans cette oblast de Samara, on y construit également les fameuses fusées Soyouz qui envoient des cosmonautes dans l'espace. Puis vous avez l'oblast de Saratov. Alors l'oblast de Saratov au XVIIIe siècle, c'est tout simplement un oblast qui a accueilli les Allemands de la Volga suite à l'invitation faite par Catherine II de Russie. Allemands qui seront déportés toutefois pendant la Seconde Guerre mondiale. Puis l'oblast jouera un rôle clé dans la défense et l'aérospatiale. L'oblast est aussi une région agricole en raison du tchernosium. Et enfin, l'oblast de Volgograd. Alors cette oblast, c'est tout simplement un oblast renommé en 1961, auparavant Stalingrad, qui voit sur son territoire les deux principaux fleuves de Russie européenne, le Don et la Volga, le traversé, et sont reliés par le canal Volga-Don. Nous l'avons déjà évoqué dans la Russie du Caucase. Il est majoritairement constitué de steppes pontiques, mais fut aussi le théâtre de la fameuse bataille de Stalingrad que nous allons évoquer en histoire. Aujourd'hui, la région produit du pétrole et du gaz, mais aussi de l'énergie hydroélectrique en raison de ce nombreux barrages à Volgograd. Concernant le tourisme, en dehors des villes que nous avons déjà mentionnées, on peut citer l'Observatoire astronomique de l'Université fédérale de Kazan, mais aussi le Kremlin de Kazan, qui sont des centres scientifiques historiques avec un observatoire datant du 19e siècle et une forteresse emblématique classée à l'UNESCO qui mêle effectivement des influences tatares et russes. Le Kremlin de Nijni Novgorod, qui est
une citadelle médiévale qui offre une vue panoramique sur la Volga et un riche patrimoine architectural. La cathédrale et monastère de l'Assomption de l'île-village de Sviajsk, un ensemble religieux du XVIe siècle qui est situé sur une île pittoresque. L'ensemble historique et archéologique de Bolgar, qui est une ancienne cité de la Volga avec des monuments de l'époque médiévale islamique. Ensuite, vous avez Mamayev Kurgan et la statue de la mère patrie qui forment le musée panorama de Stalingrad, qui est un site commémoratif de la bataille de Stalingrad avec une imposante statue. Le bunker de Staline, situé à Samara, qui est un abri souterrain où pouvait se réfugier Staline pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le parc national de Samarskaya Luka et les rochers de la Volga, qui sont des réserves naturelles célèbres pour ses paysages spectaculaires et sa biodiversité. Concernant les langues officielles, effectivement, la langue officielle de la Russie de la Volga, que ce soit pour les républiques comme pour les oblasts, c'est le russe. Mais effectivement, comme il y a des républiques, il existe de nombreuses minorités ethniques, à commencer par les groupes de langues finno-ougriennes. Notamment en République de Mari, la langue co-officielle avec le russe est le mari, qui est une langue utilisée par 45% de ses habitants, constituant un ensemble de 650 000 locuteurs. Il s'agit d'une langue ouralienne, cousine des langues finno-baltiques, qui utilise un alphabet cyrillique. À noter que le tatar, le tchouvache et le russe ont fortement influencé cette langue. Puis en République d'Udmurtie, 33% des 1,6 million d'habitants, soit 630 000 locuteurs, utilisent l'Udmurt, une langue du sous-groupe permien. En fait, c'est un groupe que nous avons vu dans la vidéo sur la Russie du Nord-Ouest à travers la langue koumi. Enfin, en République de Mordovie, 33% des habitants utilisent le mord, une langue finno-ougrienne qui comprend deux variantes, le moksha et l'erzia, qui sont deux langues proches mais distinctes en même temps, mais qui forment quand même un ensemble de plus d'1 million de locuteurs, soit le plus important peuple finno-ougrien de toute la Russie. Et puis vous avez un deuxième groupe qui est lui plutôt formé par les langues turques, ou les langues turciques, à commencer par le tatar. Effectivement, au Tatarstan, la moitié des habitants utilisent le tatar et au total, la langue compte entre 5 à 7 millions de locuteurs. Si vous voulez, c'est la deuxième langue du groupe Kipchak après le kazakh. Et c'est une langue qui est bien plus parlée que d'autres langues officielles. Par exemple, on peut penser au kirghiz. Les Tatars sont le deuxième plus grand groupe ethnique de Russie après les Russes. Seulement un tiers des Tatars vivent au Tatarstan, donc on peut voir que ces locuteurs sont dispersés. Les autres habitants du Tatarstan sont majoritairement des Russes ethniques. Historiquement, les Tatars de la Volga sont les descendants des Bulgares de la Volga que nous allons mentionner en histoire, mélangés avec des Kipchaks et des Mongols. Cette langue tatare était écrite en alphabet latin et même avant en alphabet arabe, elle s'écrit auparavant, désormais, en alphabet cyrillique. Il faut bien noter qu'il existe d'autres groupes tatars, notamment les Tatars de Sibérie que nous avons mentionnés lors de la précédente vidéo, mais il existe également des Tatars en mer Noire ou en Crimée que nous avons mentionnés lors de l'Ukraine. Un autre groupe turc, c'est le tchouvache, qui est la langue officielle de la Tchouvachie et qui, elle aussi, descend directement des Bulgares de la Volga. Mais de manière générale, il faut bien prendre en compte que, d'une part, les langues finno-ougriennes mentionnées comme les Khanty-Mansi, les Mari, les Udmurts sont des langues plus en plus menacées, où les jeunes vont davantage utiliser le russe que leur langue autochtone. Et dans les langues turques, le tchouvache est aussi menacé. A contrario, les Bashkirs et les Tatars ont réussi à préserver leur langue. La transmission se fait toujours par l'école. Alors, comment explique-t-on cette situation linguistique? Eh bien là encore, c'est l'histoire qui va nous le dire. Les populations indigènes de la Russie de la Volga sont avant tout les Finnois miriens. Et puis ensuite, vous allez avoir les Maris ou les Morves qui arrivent sur ce territoire et qui vivent principalement de la chasse, de l'agriculture ou de la pêche. Et comme nous l'avons mentionné, eh bien, les peuples turcs vont arriver au premier millénaire et ils vont influencer certains peuples finno-ougriens, donc notamment les Bashkirs ou notamment les Tchouvaches, ou encore les Nogais qui vont être réinstallés un peu plus loin. Mais le peuple qui nous intéresse ici, ça va être les Bulgares de la Volga. Alors, c'est un peuple qui est turcophone, de la steppe pontique, originaire probablement du Kazakhstan, qui parle une langue ougoure, dont aujourd'hui il ne reste plus que le tchouvache, mais qui était une langue proche des Avars, des Huns et des Khazars, qui sont des peuples avec qui les proto-bulgares sont entrés en interaction. Ils pratiquaient des traditions tangristes, que nous avons mentionnées dans la vidéo sur le Kazakhstan. Dans
le sillage des Huns, des proto-Bulgares se sont établis au 4e et 5e siècle en Ukraine actuelle. Lorsque le pouvoir des Avars s'affaiblit, ils fondèrent, grâce à leur leader Koubrat en 632, ce qu'on appelle l'ancienne Grande Bulgarie qui fut détruite par les Khazars en 668. Certains restèrent et firent partie du Khanat khazar, tandis que d'autres partirent. Un groupe prit la direction de l'ouest, il s'agit des proto-bulgares occidentaux qui fondèrent plus tard le Khanat bulgare du Danube, à l'origine de la Bulgarie, alors que les proto-bulgares orientaux qui nous intéressent vont fonder le Khanat bulgare de la Volga par Kotrag, fils du Khan Koubrat. Ces proto-bulgares orientaux atteignirent la Volga au 8e siècle, mais devinrent la population dominante qu'au 9e siècle, après un long processus d'unification. Ils devinrent indépendants quand la Khazarie fut défaite par Sviatoslav, que nous avons mentionné dans la vidéo sur l'Ukraine, soit un siècle plus tard, à la fin du 10e siècle. Les Bulgares de la Volga établirent dès lors une capitale à Bolga, puis en 922, l'islam fut introduit par des missionnaires de Bagdad à l'époque du voyage de Dim-Fadlan, soit avant la christianisation de la Russie de Kiev. D'ailleurs, les Bulgares de la Volga proposèrent aux Russes d'adopter l'islam, qui malheureusement fut rejeté par les Russes chrétiens. En contrôlant la Volga, l'État contrôlait le commerce entre l'Europe et le monde musulman. Les fourrures et les esclaves contre de l'argent ou de la soie étaient les produits les plus échangés. Leurs principaux partenaires commerciaux étaient donc les Varegs, que nous avons vu dans la vidéo sur la Suède, les Nénètes et les Yougra, que nous avons vu dans la Russie de l'Oural, et le monde musulman, notamment le califat d'Abbasside. Mais ce commerce attisa la convoitise des voisins. Et en 1220, par exemple, le grand-duc de Vladimir Souzdal captura la ville d'Ustyog et eut accès au commerce nord des fourrures, puis les Mongols défirent définitivement les Bulgares en 1236. La question que vous pourrez se poser, c'est pourquoi le Khanat de Bulgarie de Volga intéressait autant les Mongols? Eh bien, en fait, c'est parce que les Bulgares de la Volga contrôlaient entre le 9e et le 13e siècle l'un des principaux centres mondiaux du commerce de la fourrure. Et ce contrôle s'effectuait via un axe stratégique qui est la Volga. Pour les Mongols, eh bien, le Khanat bulgare était tout simplement un obstacle sur la route menant vers l'Europe. Alors, la victoire de Batu Khan en 1236 va avoir des conséquences démographiques majeures sur l'ensemble de la région, puisqu'en effet, lorsque Batu Khan arriva, il va, après quelques escarmouches, défaire complètement les principautés russes. Alors, il va tout simplement tuer et réduire en esclavage pratiquement tous les habitants et détruire toutes les principales villes de la Bulgarie de la Volga. La population bulgare agricole survivante va s'installer autour du Kazan, qui va devenir en fait le noyau de la population des Tatars de Kazan, tandis que les artisans furent déplacés dans les nouvelles villes mongoles comme Sarai. Mais l'influence bulgare demeura, puisque de plus en plus de nomades mongols ou kipchaks vont se convertir à l'islam. La langue utilisée par les musulmans bulgares se transforma en kipchak, tandis que la langue littéraire de la Horde d'Or devint l'ancienne langue tatare qui donna naissance plus tard à la langue tatare actuelle. Mais revenons plutôt au processus politique et à Batu Khan. Qui est Batu Khan? Eh bien, c'est le petit-fils de Genghis Khan, donc s'il s'agit d'un mongol. Il mena la conquête de la Russie et de l'Europe de l'Est. Après l'annexion de la Bulgarie de la Volga, il attaqua et détruisit les principautés de Ryazan, de Vladimir Souzdal et enfin Kiev en 1240. Il fonda la Horde d'Or en 1242 autour de sa capitale Sarai. Les principautés russes durent lui payer un tribut et obtenir une permission qu'on appelle le Yarlik du Khan pour gouverner. Cet état turco-mongol atteint son apogée sous Özbek Khan qui adopta l'islam, mais le Khanat connut ensuite des troubles internes qu'on appela les grands troubles, marqués par la défaite contre Moscou à la bataille de Kulikovo que nous allons mentionner à la prochaine vidéo. Puis après l'invasion de Tamerlan en 1396, eh bien la Horde d'Or se divisa en plusieurs khanats et ne retrouva jamais sa place d'antan. La Horde d'Or va même disparaître en 1502, annexée par le Khanat de Crimée. Mais cette Horde d'Or est très importante puisqu'elle va laisser un héritage prégnant à la fois fiscal et militaire à la Russie actuelle. Alors, parmi les khanats qui vont lui succéder et qui nous intéressent dans notre région, ça va être le Khanat de Kazan. Alors, le Khanat de Kazan, c'est un Khanat fondé par Ulugh Mohammed, un descendant de Genghis Khan, qui reprenait le Khanat bulgare de la Volga. La majorité de la population était des Tatars de Kazan, mais comme vous avez compris, les dirigeants, eux, étaient des descendants de Genghis Khan, qui avaient donc la légitimité. La noblesse féodale était, elle, composée de Bulgares ethniques qui dominaient le territoire russe de la Volga actuelle. Maintenant des tactiques issues de l'héritage mongol, il entretint des relations tumultueuses avec Moscou. En 1487, Kazan, par exemple, devint un vassal
centrale de Moscou, suite à l'occupation par Ivan III de sa capitale. Mais l'alliance militaire avec l'Empire ottoman, les fortifications de la ville de Kazan, l'instabilité politique de Kazan qui permettait d'entretenir une annexion plus simple de Moscou et d'autre part l'impréparation militaire de Moscou permirent au Khanat de Kazan de maintenir son indépendance jusqu'en 1552, jusqu'à son annexion par la Moscovie. Après l'annexion du Khanat de Kazan et la prise d'Astrakhan en 1556 qui se situe à l'embouchure de la Volga, eh bien, la région va être peuplée de Cosaques, de Russes, mais également d'Allemands, on va appeler les Allemands de la Volga, qui sont venus à la suite de l'invitation de la tsarine Catherine II de Russie. Et la Volga va devenir un axe de communication majeur entre le nord et le sud de la Russie européenne. Mais cette domination russe ne fut pas sans réaction. Comme on peut noter, la révolte de Pougatchev entre 1773 et 1775, qui est l'un des plus grands soulèvements contre le pouvoir impérial russe. Elle va se dérouler principalement dans cette région, rassemblant des paysans, des Cosaques et des Tatars contre l'Empire. Mais l'un des événements majeurs de la Volga va se dérouler pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous avez le 22 juin 1941 l'opération Barbarossa qui est menée par l'Allemagne. Cette opération avait pour objectif de contrôler non pas toute l'URSS, mais une ligne allant d'Arkhangelsk à Astrakhan afin de neutraliser la puissance soviétique. À cet effet, la Wehrmacht va être divisée en trois. L'armée sud, qui nous concerne, devait prendre l'Ukraine, chose faite après la bataille de Kiev d'août 1941, puis Rostov, atteinte en septembre 1941, et enfin Stalingrad. Mais à Rostov, la Wehrmacht fut refoulée. Par conséquent, on va lancer l'opération Bleue. L'opération Bleue est lancée en juin 1942 pour atteindre les objectifs initiaux de l'opération Barbarossa, mais aussi d'aller plus loin, de contrôler les champs pétroliers de Bakou. Pour cela, l'armée sud fut divisée en deux et le groupe A arriva à Stalingrad et contrôla 90% de la ville à l'ouest de la Volga, mais ne put pas prendre l'ensemble de la ville. Ainsi commença, entre juillet 1942 et février 1943, la fameuse bataille de Stalingrad. Et cette bataille est l'une des plus grandes et les plus sanglantes de la Seconde Guerre mondiale. L'armée allemande, dirigée par le maréchal Friedrich Paulus, tenta et captura la ville pour couper les ressources soviétiques. Mais l'armée rouge, sous le commandement de Vassili Tchoukov, résista historiquement et héroïquement, transformant chaque bâtiment en forteresse. En parallèle à ces combats de rue, en novembre 1942, l'URSS lança l'opération Uranus, encerclant l'armée allemande et l'obligeant à capituler en février 1943. Conséquence, la victoire soviétique à Stalingrad marqua un tournant de la guerre contre l'Allemagne nazie et même si Stalingrad fut en ruine avec plus d'1 million de morts et 90% des bâtiments détruits, elle fut reconstruite et reçut effectivement la médaille de ville héroïque. En 1959, on inaugura le fameux mémorial de Mamayev-Kurgan et de la célèbre statue La mère patrie appelle en hommage aux héros de la bataille. Économiquement, on a vu que à l'effondrement de l'URSS, l'économie russe dut subir une transition économique choc. Entre 2000 et 2008, on observa un redressement économique et une modernisation avec des investissements massifs dans l'industrie et l'énergie, la modernisation des villes ou le développement du secteur pétrochimique au Tatarstan. En 2009, une croissance négative apparut en raison de la crise de 2008 et une relance entre 2010 et 2015 en raison de plusieurs événements, notamment le fait que la région accueillit la Coupe du Monde de 2018. Puis depuis une croissance en dents de scie, puisque la Volga demeure toutefois un pôle industriel énergétique important dans les secteurs clés comme l'énergie, l'aéronautique spatiale, la technologie et la défense ou l'agriculture. À noter que le PNB par habitant de la région est autour de $10 000, ce qui est en deçà de la moyenne russe à 13 000 et que la monnaie nationale est bien sûr le rouble. Concernant la répartition par secteur, on voit que le secteur agricole joue un rôle important dans la Russie la Volga avec à peu près 15% de son secteur, mais également le secteur secondaire. Il s'agit du secteur le plus important par région puisqu'il y a 40% de l'économie de la Volga est sur le secteur secondaire et enfin le reste
et le secteur des services. Alors, le secteur primaire, il s'agit tout simplement de l'agriculture, comme les cultures céréalières, l'élevage, la sylviculture, mais également l'exploitation minière, notamment la tourbe dans l'oblast de Kirov. Dans le secteur secondaire, comme j'ai signalé, c'est la deuxième région russe après l'Oural où le secteur secondaire constitue une part significative de son économie. On rappelle qu'en Russie, c'est seulement 32%. Et enfin, le secteur tertiaire avec le commerce, le transport, les services financiers administratifs, l'éducation, la santé, le tourisme et l'éthique. Parmi les grands groupes de pays, on peut citer Lukoil, qui est l'une des plus grandes compagnies pétrolières russes, mais également Neft, Teor, Synthèse, qui est une raffinerie, qui est une composante clé de l'industrie pétrochimique de la région. Kiprom, qui est une entreprise chimique majeure qui produit un large gamme de produits, notamment de la soude caustique. Et Rushydro, l'une des plus grandes entreprises hydroélectriques de Russie. Concernant la culture et la société, on peut d'abord mentionner Piotr Tchaïkovski, qui est le compositeur de la musique classique renommée, et notamment du fameux Lac des Cygnes ou Casse-Noisette. Ensuite, Maxime Gorky, qui est un écrivain et dramaturge russe, qui est fondateur du mouvement littéraire réaliste soviétique. Donc c'est vraiment l'écrivain soviétique par excellence. Gabdullah Toukay, qui est un poète tatar, figure emblématique de la littérature tatar moderne. Alexandre Poleyave, qui est un poète russe d'origine morve, qui est connu pour ses œuvres lyriques. Alexis Tolstoï, qui est un écrivain russe né à Pugachev, qui est donc dans l'oblast de Samara, qui est donc l'auteur de romans historiques et de science-fiction. Andrei Sakharov, donc qui est un physicien nucléaire, qui est considéré comme le père de la bombe à hydrogène soviétique et plus tard qui est devenu un ardent défenseur des droits de l'homme et qui a reçu le prix Nobel de la paix en 1975. Et enfin, Nikolai Lobachevsky, qui est un mathématicien pionnier connu pour son développement de la géométrie non euclidienne, une découverte qui a profondément influencé les mathématiques modernes. Concernant la gastronomie, nous devons mentionner le tchak-tchak, qui est un dessert emblématique tatar, mais également l'esh pochmak, d'un chausson triangulaire farci de viande, de pommes de terre et d'oignons cuits au four. Nous avons les perepechi, qui sont des tartelettes rustiques en pâte sec, garnies de crème, des œufs et parfois de la viande. Nous avons les pelmeni, que nous avons déjà mentionnés, qui sont des raviolis farcis. Le koulibiak, qui sont des tourtes au poisson. L'okroshka, qui est une soupe froide d'été. Le borsch, qui est une soupe de betterave. L'oura, qui est une soupe de poisson traditionnelle. Le galoupsi, qui est un chou farci à la viande et au riz, qui est mijoté dans une sauce tomate ou à la crème. Et le kitstibi, une galette de blé farcie de purée de pommes de terre ou de viande. Enfin, concernant le sport, nous devons mentionner le football. La Russie de la Volga a co-organisé la Coupe du Monde 2018. 4 de ces villes ont accueilli des épreuves sportives, notamment Nijni Novgorod, Kazan, Samara et Volgograd. 4 clubs russes de la région évoluent en première division russe. On peut d'abord signaler Rubin Kazan, qui est un club de football basé à Kazan, qui a remporté le championnat en 2008 et en 2009. D'ailleurs, il s'agit du seul club de football en dehors de Moscou à avoir remporté plus d'un championnat russe. Et il a également remporté la Coupe de Russie en 2012. Vous avez le FK Paris Nijni Novgorod Club, qui est récent, mais qui évolue en première division. Le FK Orenbourg, qui fait souvent l'ascenseur entre la première et la deuxième division russe. Et vous avez le Krylia Sovetov Samara, qui est une équipe historique puisqu'elle a été fondée en 1942. En dehors du football, vous avez également les sports d'hiver, à commencer par le hockey sur glace, qui est le deuxième sport le plus populaire de Russie. Vous avez 2 clubs de la région qui évoluent dans la KHL, qui est la ligue de référence. Il s'agit de Nizhnekamsk et Akabarsk Kazan, qui défont régulièrement les clubs sibériens que nous avons mentionnés dans la précédente vidéo. Nous avons également le ski de fond et le biathlon, et vous avez le patinage artistique et le patinage de vitesse qui est pratiqué dans les grandes villes. Vous avez également des compétitions de voitures, notamment à Togliatti, qui est le siège du constructeur automobile. Je terminerai mon exposé sur les défis géopolitique. Nous devons d'abord mentionner le fait que la région se situe dans un endroit stratégique, près de la proximité de la frontière Kazakhstan. C'est pour cela qu'on retrouve énormément de bases militaires. Nous devons également mentionner des disparités économiques entre des pôles urbains dynamiques et des zones urbaines vieillissantes, notamment avec l'exode rural qui affecte davantage le vieillissement de ces populations. Et enfin, nous devons mentionner les défis environnementaux, à commencer par le fait que les industries, les usines soviétiques vieillissantes contribuent malheureusement à la pollution des sols et de l'air. Voilà, comme toujours, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir.